ich dann mal.
Commenter, décrypter l'actualité nationale et internationale, voilà tout le sens de la revue de presse grand format qui s'invite à présent chez vous, à la maison, au bureau, partout où vous êtes. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous sur les antennes de l'Intelligent TV. Je vous invite à aller avec moi à la rencontre de Cécile Mobio qui nous attend pour nous donner l'essentiel de ce qui fera cette émission. Cécile, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Alors Cécile, on le sait, depuis ce matin, il pleut sur la ville d'Abidjan. Le temps, il est clément, favorable. Contrairement à l'Europe où la canicule bat son plein, nous sommes de cœur avec nos amis qui y vivent. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est ce que prévoit la météo en termes d'information pour cette émission. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, merci Ibrahim. Ce soir, plusieurs thématiques seront abordées, tant au niveau national qu'international. Nous allons parler des élections locales du 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire, les partis politiques à l'épreuve des indépendants, pourquoi ces candidatures indépendantes, comment y faire face. Nos invités vont nous décortiquer ce sujet en long et en large. Il sera aussi question du projet de révision constitutionnelle en Côte d'Ivoire adopté par le Parlement le mardi 25 juin 2023 à Abidjan, à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire. Et puis au Niger, l'heure n'est pas à la révision constitutionnelle, mais plutôt à un coup d'État qui a renversé le président Bazoum. Nous refaisons cette émission du deuxième sommet Russie-Afrique, 17 chefs d'État africains ainsi que plusieurs délégations y prennent part. Il faut le rappeler, en 2019, c'était 45 chefs d'État africains qui avaient répondu à l'appel. Merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que prend fin le sommaire. L'émission se poursuit avec Ibrahim Khalil Koné et ses invités. Merci beaucoup, Cécile. Cécile, c'est le week-end. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce week-end? Sincèrement, Ibrahim, pour l'instant, je n'ai rien prévu. Mais je pense qu'après l'émission, on verra. D'accord. À vendredi prochain pour une autre prestation dans la revue de presse grand format. Merci. Alors nous sommes sur ce plateau avec nos invités qui sont déjà installés. Nous avons avec nous dans ce studio Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier. Beta, bonsoir. Bonsoir Khalil et merci de m'avoir invité. C'est à vous le merci. Merci d'avoir répondu encore une fois de plus à notre invitation. Nous sommes également dans ce studio avec Dr Osman Cherif, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous suivre tous les vendredis à partir de 15 h sur les antennes de l'Intelligent TV pour mieux comprendre l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Nous allons commencer avec le premier sujet. Il est relatif aux candidatures indépendantes. Vous le savez, le 2 septembre 2023 vont se tenir en Côte d'Ivoire les élections locales. Les partis politiques, notamment le RHDP, le PPACI, le PDCI, seront à l'épreuve des candidats indépendants issus de leur rang. Et malgré les mises en garde de la hiérarchie de ces différents partis politiques, comme on peut le constater dans cette vidéo dans laquelle s'exprime le président Alassane Ouattara, président du RHDP, et Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA. Nous devons faire en sorte que la discipline soit vraiment le mot d'ordre pour chacun des candidats et chacun des militants, et que nous serons véritablement intraitables concernant les candidatures indépendantes. Et je voudrais signaler qu'il n'y a pas lieu d'avoir des candidatures indépendantes.
Donc je pense que ceux à qui je m'adresse me comprennent bien. Je vais prévenir les uns et les autres. Si j'attrape des gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. Le président a dit, tout militant, quoi qu'il soit, doit soutenir les candidats choisis. Il ne doit pas encourager ou mener quelque action que ce soit qui encourage les candidatures indépendantes. Dans l'intérêt du parti, pour respecter la discipline du parti et pour respecter son autorité. Toute personne qui agira en travers aura violé la discipline du parti et aura défié son autorité. Ça, c'est le président qui l'a dit. À ces mises en garde, il faut ajouter celle du PPACI, dont le président Laurent Gbagbo, dans un communiqué datant du 8 juillet 2023, a indiqué qu'il ne saurait tolérer un quelconque cas d'indiscipline dans les rangs du PPACI et que les auteurs des candidatures indépendantes s'exposent aux sanctions les plus sévères qui sont prévues par les textes du parti. Alors, Beta Michel, comment on pourrait expliquer cette percée des candidatures indépendantes au sein des partis politiques? Non, il n'y a pas de percée, c'est des velléités de candidatures, c'est des candidatures, mais il n'y a pas encore de percée. On aura des percées lorsque... Est-ce qu'on peut dire velléité quand on sait que... non, quand ils disent c'est des candidatures... Ils ont effectivement déposé les dossiers. Oui, ils seront candidats. Bon, ils ont décidé contre l'avis de leur parti politique d'être candidats. Bon, maintenant... c'est de voir un peu qu'est-ce qui a motivé certainement leur réaction, leur décision. Mais moi, je crois que quand on est dans un parti politique, c'est de pouvoir respecter aussi la discipline. C'est vrai que souvent, on a le sentiment d'avoir été floué en n'ayant pas été choisi, mais c'est aussi, il faut te dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton tour, mais demain, qui dit que ce ne sera pas ton tour? Et tu n'accepterais pas qu'il y ait aussi, au sein de ce parti-là, des velléités pour pouvoir combattre la décision portée sur toi. Donc, moi, je crois que aussi, il faut inviter les indépendants à être moins exigeants. Parce qu'un parti politique aussi, c'est aussi la discipline, c'est aussi la capacité de se plier à la décision des premiers responsables. Donc aujourd'hui, les indépendants, c'est bon, sur ce plan-là, on peut le dire comme ça, que c'est aussi la manifestation de notre jeune démocratie. Nous sommes une jeune démocratie, il ne faut pas se leurrer. C'est depuis que, je dis, le multiparti, ça a été réinstauré il n'y a que près de 30 ans, depuis 90, donc près de 30 ans. Donc c'est dit que nous sommes en train de balbutier encore dans les jeux d'alliance, dans les jeux démocratiques. Donc c'est normal que d'autres qui ne sentent pas avoir été suffisamment entendus en n'ayant pas été choisis, veuillent vraiment, force coûte que coûte, briguer la magistrature dans leur camp. Mais aussi, il faut signaler que lorsque ils constatent que par le passé, quand un indépendant se présente et qu'il gagne, il cède sa victoire au parti. Donc, bon, c'est un jeu dans lequel les gens se sont habitués désormais et je ne pense pas que les menaces des uns et des autres puissent les amener à renoncer à leurs ambitions. D'accord. Alors, Osman, il a parlé de manifestation d'une jeune démocratie avec ce phénomène des candidatures indépendantes. Est-ce qu'on peut véritablement parler de démocratie quand on sait que dans le parti politique, on les empêche, on les met en garde face à une candidature indépendante? Alors déjà, moi je pense que cette question-là pose une autre question qui est fondamentale. Laquelle? C'est de savoir est-ce que le fait que les partis politiques choisissent des candidats, est-ce qu'ils le font sur des critères bien précis et sur des critères qui prennent en compte la base? Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs types de candidatures indépendantes. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui indépendantes simplement parce que ils n'ont pas d'affection pour la personne que le parti a choisie. Mais au-delà de ça, il y a des personnes qui travaillent depuis des années, qui sont véritablement installées dans une localité et qui pensent vraiment être la personne indiquée pour représenter ce parti-là à un moment donné. Et donc, l'intérêt, c'était de faire aujourd'hui des primaires, comme ça se fait dans les grands partis sur d'autres cieux, où on fait des primaires, où on permet à la base de pouvoir s'exprimer clairement. Et si la base choisit une candidature, c'est cette candidature-là qui est choisie. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans les différents partis politiques, on ne connaît pas réellement quels sont les critères qui ont été mis en avant pour choisir les différents candidats officiels des partis. Je vous prends un cas très simple. C'est le cas du directeur des affaires financières du ministère de la promotion du sport, qui a été pratiquement licencié même de
de sa fonction de DAF parce qu'il a insisté pour être candidat indépendant. Si vous voyez quelqu'un sacrifier son poste de DAF au ministère pour être candidat, c'est parce que quand même il a préparé ça pendant de longues années. Il est délégué communal du parti depuis de longues années. Il a même été décoré, hein, il a été décoré de façon nationale pour les actes qu'il fait dans sa commune, à Boisfly. On appartient à un parti politique comme une association qui a ses règles, qui a ses principes. Et si on n'est pas d'accord avec ces principes, ces règles-là, on se retire et puis on... Alors, mais ça, la démocratie, c'est la pluralité des choix. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une règle claire? Parce qu'il y a certains qui citent un article dans les différents partis. Est-ce qu'il y a une règle claire dans un parti qui interdit à un militant de se présenter comme candidat indépendant à une élection? C'est une question qu'il faut se la poser. Parce que parfois on dit discipline de parti, discipline de parti. Est-ce que la démocratie en elle-même, la démocratie c'est un principe de pluralité? Le président de la République lui-même a fait un discours dans les élections passées, si vous pouvez retrouver facilement les vidéos, où lui-même il affirme que le fait qu'il y ait beaucoup de candidats indépendants, ça participe à la démocratie. Même le président Henri Konan Bédié l'a dit lorsqu'il y avait les élections présidentielles. Il a dit celui qui n'a pas été choisi par le parti, par le Congrès, pouvait se présenter comme indépendant. Et là, le discours a changé. Le discours a changé parce que les enjeux peut-être de cette élection sont différents des enjeux des élections précédentes. Moi, je pense que personnellement, je pense que le discours qui est fait maintenant, il est un peu plus, je vais pas dire brutal, il est plus dur que ce qui était fait avant. Vous voyez, le ministre Issé Bakongo a fait un discours pour recadrer les indépendants. Monsieur Karim Ouattara, qui est président des jeunes du RHDP, a fait un discours pour recadrer les indépendants. Il a fallu que le président de la République, qui est président du RHDP lui-même, vienne faire aussi un discours pour recadrer les indépendants. On se dit qu'il y a vraiment un enjeu qui est différent des élections passées. Voilà. Moi, c'est mon analyse de Alors, Beta, il a évoqué la question des primaires qui est beaucoup évoquée par beaucoup de personnes. Pourquoi ne pas aller aux primaires et puis voilà, choisir les candidats que la base aura choisi? Non, ça aurait été une voie, mais il faut dire que les primaires même ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'indépendants. On l'a vu en France, lorsque certains candidats n'ont pas été élus aux primaires, ils se sont présentés quand même à la présidentielle. Ça vous dit qu'il n'y a pas de règles, je veux dire, il n'y a pas de règles pour réduire vraiment la velléité des uns et des autres d'être candidats. C'est surtout que la démocratie le permet. Moi, je dis souvent, j'en appelle aussi à la conscience militante des militants. Hein, la conscience militante des militants, parce que c'est eux qui sont l'objet des convoitises de la part de tous ceux qui prétendent être indépendants. Donc, c'est pour dire que c'est nous qui sommes les militants. Aujourd'hui, le parti a choisi telle personne. Il faut que notre discipline nous oblige à respecter ce que le parti a choisi. C'est ça aussi, les militants. Si l'indépendant ne respecte pas, mais si les militants respectent, c'est l'indépendant qui va perdre. Donc, je crois que aussi chacun a sa partition à jouer dans ce jeu de rôle-là. Les militants doivent jouer pleinement leur partition en portant leur choix sur le candidat choisi officiellement par le parti. C'est ainsi qu'ils montreront leur adhésion, leur totale cohésion avec le parti. Alors, on le voit aussi, hein, après les élections, les indépendants victorieux sont reçus par les partis politiques. Est-ce que ce n'est pas aussi un facteur déterminant qui encourage ce genre de réaction-là? Moi, je crois que... Il y a certains qui estiment qu'il faut légiférer sur cette question quand on est élu sous la bannière indépendante. On reste jusqu'à la fin de son mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ben, c'est des choses, ce sera difficile parce qu'au niveau des députés, comme on le dit, un député est élu pour la nation. Hein, il doit servir la nation. Quant au maire qui est élu, qui dit aujourd'hui je suis plus de tel bord, je suis de l'autre bord. Bon, on peut parler de trahison des militants, mais aussi il appartient aux militants la prochaine élection de le sanctionner. On peut pas, vous voyez, si on veut légiférer sur ces choses-là, on sera toujours en train de faire des élections, on sera toujours en train de jouer encore le jeu des jeux électoraux. Il faut laisser la responsabilité aux personnes, aux individus et puis surtout aux populations. Parce qu'il y va de leur responsabilité, de leur maturité. Il faut qu'elles apprennent à dire non quand il faut dire non. Quand elles apprennent à dire oui quand il faut dire oui. Aujourd'hui, elles vont voter un tel qui change de bord. Demain, il revient vers elles et puis elles le votent encore. Bon, c'est à quoi que... Vous estimez que les populations... Elles aussi, elles ont leur partition à jouer. Aujourd'hui, il faut plus de responsabilité des populations. Moi, je dis souvent aux gens, aux uns aux autres, quand on a l'occasion de discuter, je dis, moi, je ne crois plus à la Côte d'Ivoire du développement des leaders. Je crois plutôt à la Côte d'Ivoire du développement populaire. Les populations doivent être matures pour poser les actes qu'il faut, pour obliger les uns et les autres à faire ce qu'elles veulent.
C'est ça aussi. D'accord. Aujourd'hui, on voit qu'un indépendant qui est parti d'un parti politique revient pour nous dire non, il faut qu'on puisse le sanctionner par notre vote. Mais en fait, ça répond à la première question que j'ai dit tout à l'heure. En réalité, ce sont les militants qui vont décider à la fin. C'est la base qui aura le dernier mot. Pourquoi ne pas commencer par leur donner le premier mot en attendant que... Parce que le militant ne vote pas forcément un parti politique. Au-delà du parti politique, le militant aussi vote quelqu'un dont il a l'impression d'être représenté par cette personne, qui est proche de lui, quelqu'un qui a fait des actions. Quand vous parachutez quelqu'un, quand vous utilisez, vous prenez quelqu'un qui n'a pas... dont les militants peuvent estimer que d'autres personnes ont fait plus que cette personne. Donc vous allez voir qu'à la fin, l'élection va, même si la personne choisie demain change de camp, mais s'il revient à cause de ses actions individuelles, il sera encore voté, il sera encore mis à la tête soit de la mairie ou de la députation. Moi, je pense qu'il faut vraiment évoluer sur ce système de primaire-là. Même si on n'arrive pas à faire voter tout le monde, parce qu'en fait, en Afrique, on a vraiment un problème de sondage. On a une difficulté à sonder, une difficulté à estimer le poids électoral de quelqu'un avant qu'une élection se produise. Et ça crée beaucoup de problèmes. Parce que vous savez qu'un indépendant, il prend deux risques. À la fois, il prend le risque de perdre une élection, mais à la fois, il prend le risque d'être exclu de son parti ou d'être temporairement mis à l'écart. Mais si vous voyez qu'un indépendant va jusqu'à dire, je regarde par exemple Touré Alpha Yaya, le maire sortant de Bon, qui dit que je suis prêt à mourir. Il a dit la phrase, c'est sur sa publication, que soit je vais comme candidat, soit même si je suis prêt à mourir pour ça. Quand quelqu'un arrive jusqu'à en dire cette phrase-là, c'est parce que véritablement il pense qu'il fait le poids et qu'il devrait être choisi par... Donc il faut laisser la base décider. Il ne faudrait plus qu'on ait des présidents hégémoniques de partis qui prennent des décisions à la place de la base. Il faut laisser la base, faire une petite primaire, chacun on fait un petit vote, même si ce n'est pas tout le monde qui votera, mais un échantillon représentatif qui va donner son avis. Et puis sur cette base-là, même s'il y a d'autres indépendants après, mais au moins on a un argument pour pouvoir positionner des gens. Alors, on sait tous les partis politiques sont contre les candidatures indépendantes. Et il y a le RHDP qui s'est fait encore plus audible sur la question. On a le secrétaire exécutif Cissé Bakongo qui a fait une sortie, Osman en parlait. Il a dit ceci: toi, tu es ministre et quelqu'un est dans ton ministère et est candidat indépendant et toi, tu ne peux pas lui parler. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Si tu es un bon militant, tu sais ce que tu dois faire. On a assisté à des actions de débarquement des différents postes dans les ministères. Beta Michel, est-ce que vous pensez que c'est la solution aussi pour combattre la candidature indépendante? Vous savez, il ne faut pas être excessif. Il ne faut pas être excessif. Et puis, bon, moi, je crois que ce genre de réaction nous montre un peu dans l'amateurisme politique dans laquelle nous sommes. Dans lequel nous sommes, l'amateurisme politique. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tous ceux qui travaillent pour la Côte d'Ivoire. D'abord. Il ne faut pas donner l'impression que quand on t'a nommé parce que tu es du parti, on te nomme par cause de tes compétences. Vraiment, je veux que Bakongo nous sorte de cette lecture politique-là qui est trop... C'est trop bas. Cette lecture politique est trop basse et puis bon, ça ne nous donne pas l'envie d'aller plus loin, de grandir politiquement. On ne peut pas concevoir que tous ceux qui sont à des postes de responsabilité, c'est parce que c'est pas leur militantisme qu'ils y sont. Ils y sont parce qu'ils ont de la compétence et la Côte d'Ivoire pense qu'ils peuvent servir ce pays-là à ce poste-là de façon efficiente. Donc c'est ça qui va nous guider. Il ne faudrait pas que les gens pensent que aujourd'hui c'est parce que tu es l'ami de Bakongo, tu milites à son parti, que tu es là. Non, ça ne nous grandit pas. Ça ne nous grandit pas. On met des gens dans des écoles chères. L'université, je ne vous cache pas, l'université, chaque étudiant coûte 1,5 million à l'État. Est-ce qu'on peut imaginer ça? On paye toutes ces études-là et tu nous fais croire que c'est parce que demain, il est militant qu'on l'a nommé. Non, il faut enlever ça dans la tête dans l'esprit des Ivoiriens. Moi, je dis souvent aux gens, nous sommes en train de construire une nation. Il ne faudrait pas qu'on perde cela de vue. Ce qu'on inculque aux Ivoiriens, là, c'est ça, on va leur récolter demain. Donc, il faut leur inculquer le goût de ce que tu es là parce que tu es compétent. Tu es là parce que tu as de la matière à revendre à ce pays, à offrir à ce pays. C'est pourquoi tu es là, mais ce n'est pas parce que tu es l'ami de Bakongo ou bien tu es l'ami de Ouattara que tu es là. Non. D'accord. Alors, Osman, quel est votre avis sur cette question? Je pense qu'il a pratiquement tout dit. Aujourd'hui, c'est un aveu. Moi, je pense que c'est un aveu du ministre. En disant que certaines personnes ont effectivement été nommées, pas parce qu'ils sont
les plus diplômés ou les plus anciens, parce que vous savez que l'ancienneté aussi fait partie des critères de nomination dans les ministères, pas parce qu'ils sont les plus anciens ou les plus diplômés, mais simplement parce qu'ils ont été présents aux premières heures, voilà, du militantisme du parti. Et ça, cet aveu-là, il fait quand même un pincement au cœur, surtout pour la jeunesse travailleuse, la jeunesse qui se dit, plus je vais loin dans les études, plus j'aurai des bons postes. Mais en même temps, pour ces personnes-là qui sont militantes, elles doivent aussi savoir qu'elles ont été positionnées là, parce que je prenais le cas de Boisflé. Il a été nommé directeur des affaires financières d'un ministère. Il a été débarqué parce qu'il est candidat indépendant. Donc lui-même, il doit savoir que ce n'est pas parce qu'il est le plus diplômé ou le plus ancien ou le plus expérimenté à ce poste qu'il a été mis, mais parce qu'il est militant. Voilà. Donc on doit sortir un peu de cette compréhension-là. Et je pense que les sanctions, elles sont connues. Lorsque quelqu'un est dans un parti politique et que vous estimez qu'il ne respecte pas la discipline du parti, la sanction, c'est l'exclusion du parti. Soit l'exclusion peut être temporaire, vous l'excluez pour 1 mois, pour 1 an, pour 2 ans, soit vous faites une exclusion définitive, mais vous ne pouvez pas aller le sanctionner dans un domaine qui n'a rien à voir avec la vie du parti. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Messieurs, on va s'intéresser à présent au deuxième sujet de cette émission, le projet de révision de la Constitution de la Côte d'Ivoire, adopté en 2016, voulu par le président Alassane Ouattara, a été adopté par les 2 chambres du Parlement ivoirien, réunies en congrès à Abidjan le mardi 25 juillet 2023. Le projet, il faut le savoir, a été adopté à 88,53% des parlementaires, 301 voix pour, 35 contre et 4 abstentions. Alors, Beta Michel, vous avez suivi cette actualité. Quelle est votre lecture de cette révision? Bon, il faut le dire, aujourd'hui, je comprends que certains partis politiques avaient dit, notamment le PDCI, le PPACI, avaient dit voter non à cette révision constitutionnelle. Et après, ils ont donné les raisons pour lesquelles ils ont accepté de voter. Oui, le PDCI l'a dit. Le PDCI a dit clairement que il y a dans la révision, il y a des points pour lesquels il ne partageait pas que le président de la République vienne discuter aux députés le pouvoir d'amendement des lois. Ça, c'était trop gros. Moi, je pense que c'est aussi trop... Et c'est donner trop de pouvoir au président parce que le président a l'initiative des lois. Quand il a l'initiative, les lois sont débattues à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale vote la loi. Dès que la loi est votée, le président a le devoir de la mettre en exécution par promulgation. Donc je crois qu'en donnant encore ce pouvoir-là au président, de pouvoir amender la loi qui a été votée par les députés, c'était un peu lui donner encore assez de pouvoir en dehors des pouvoirs qu'il a déjà qui sont énormes. Donc les députés ont émis leur volonté de voir cette disposition-là être retirée ou bien du moins être encadrée. Il y a quand même un député du PDCI qui a réagi contre l'action qui a été posée par le groupe parlementaire du PDCI en la personne de Blessy Jean Chrysostome. Je vais vous donner quelques lignes de ses propos. Le comportement politique est un relais puissant de communication et le message envoyé par le groupe parlementaire PDCI est le plus négatif qui puisse exister. Il s'est quand même interrogé en ces termes. Quelle assurance le pouvoir a-t-il donné à l'opposition pour faire une telle vote-face? Quelle assurance autorise à enjamber une violation flagrante de la Constitution, un rattrapage de leur indemnité? Non, voyez-vous, lorsque le PDCI a décidé de voter oui à cette révision-là, le PDCI l'a suffisamment expliqué. Il s'agit aujourd'hui, il a dit avec des réserves, bien entendu, que cette loi d'amendement qui va être donnée, cette autorisation d'amendement qui va être donnée au président soit encadrée. Et elle a eu des garanties de la part du président de l'Assemblée nationale de trouver un modèle d'encadrement à ce pouvoir d'amendement. Je crois que, moi je dis, aujourd'hui il y a eu 301 voix pour. C'est-à-dire que le message du PDC a été compris par ces députés qui ont décidé de suivre la décision du parti.
Donc je crois que c'est vrai, c'est un parti politique, il peut avoir des voix discordantes, ça c'est normal, c'est le jeu de la démocratie, mais je crois qu'il faut inviter plutôt les populations qui ne comprennent pas la décision du PDCI à aller lire les différents communiqués produits par le groupe parlementaire pour mieux comprendre leur décision de voter oui à ce référendum après avoir indiqué certaines réserves. Donc je crois que c'est plutôt d'inviter les populations à s'approprier les raisons évoquées par le PDCI que de vouloir jeter le PDCI, l'anathème sur le parti pour avoir dit non et avoir justifié sa décision de voter oui. Mais puis je vais encore plus loin pour dire que nous sommes, faut pas oublier que le PDCI a montré toujours sa volonté de construire le pays, ne pas bloquer les choses à un moment donné et s'enliser dans un conflit interminable. Donc le PDCI montre que c'est de la maturité politique, de la maturité démocratique que naîtra la valeur de ce pays-là et la construction de cette nation. Il faut que tout le monde commence à s'inscrire dans cette démarche. C'est bien noté. Alors Ousmane, comment vous, à votre niveau, vous comprenez ce changement d'avis du PDCI-RDA qui au départ avait dit non et après le PDCI a dit oui à ce projet de loi? Je pense que ce que le député Chrysostome a dit est quand même dans l'image que le PDCI a présentée dans ce volte-face. C'est pas présentable. Parce que vous savez, un groupe parlementaire, on débat avant de donner l'avis du groupe parlementaire. Un député, de façon individuelle, peut donner son avis sur un média, ça peut être interprété différemment. Mais un groupe parlementaire, quand un groupe parlementaire donne son avis, il faut aller au bout de l'avis parce que c'est quelque chose qui a été débattu, qui a été discuté, qui a été pensé, dont on a pris on a vu un peu tous les tenants et les aboutissants avant de prendre une décision. Là, on a l'impression que le PDCI a vraiment eu une garantie, soit écrite, une garantie vraiment palpable. Mais là, on n'a pas cette garantie. Le PDCI ne nous présente pas cette garantie, ne communique pas cette garantie. Et le PDCI, de surcroît, est... À votre avis, ça pourrait être quelle garantie? Non, on a dans les coulisses, on entend que c'est une discussion qui a été eue avec le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Donc, il est possible qu'effectivement, il y ait des garanties orales qui aient été données par rapport à l'encadrement du pouvoir présidentiel. Mais il faut savoir que le PDCI, on le sait tous, que le PDCI se plaint depuis quelque temps que les garanties qui leur sont données ne sont pas toujours respectées. Donc, est-ce que c'est une garantie qui sera encore respectée? C'est une question à se poser. Mais déjà, il faut savoir aussi qu'en Côte d'Ivoire, quand même, le pouvoir présidentiel, il est assez énorme. Il est déjà assez énorme. Vous voyez, en France, aujourd'hui, il y a un débat sur le 49.3. Le 49.3 qui a été utilisé par Macron plus que tous ses prédécesseurs pratiquement. Aujourd'hui, changer à la dernière minute, amender quelque chose dont les députés ont discuté pendant de nombreuses heures, c'est vraiment quelque chose à revoir. Donc je pense que le député Chrysostome, dans le symbole que le PDCI a présenté, ce n'est pas vraiment joli, mais l'explication qui a été donnée, elle est compréhensible. Si vous avez eu des garanties, ce sont des députés qui sont matures. S'ils ont eu des garanties, ils estiment avoir des garanties qui leur permettent de voter oui. Il n'y a pas de problème, les garanties sont audibles, on les entend, mais le militant de base peut s'offusquer et ça se comprend aussi. D'accord. Alors, Beta Michel, le PPACI aussi avait dit non. Il est resté sur sa position jusqu'au bout. Alors qu'on sait qu'entre le PDCI et le PPACI, on parle d'alliance. Est-ce qu'il faut croire véritablement à cette alliance? Non, il faut croire en cette alliance. Dans cette alliance, les deux partis ont montré qu'ils veulent garder leur autonomie d'action. Il ne faut pas oublier cela. C'est pourquoi souvent vous voyez que même dans les élections locales à venir, il y a des lieux où la coalition a du mal à se mettre en place. C'est parce qu'elle veut garder sa liberté d'action en tant que parti politique pour mener à bien cette alliance-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, le PDCI a pris une posture que le PPACI n'a pas suivie. Mais demain, il peut y avoir une posture où les deux ensemble vont marcher dans le même sens. Donc, il ne faudrait pas voir ça comme la fin de l'alliance. C'est plutôt la dynamique de cette alliance-là qui veut être une alliance dans laquelle chaque entité garde son autonomie d'action. Et puis, nous attendons sur des points essentiels en vue peut-être de la conquête du pouvoir. Est-ce des signes d'une impossible alliance entre le PPACI et le PDCI avec ce qui s'est passé au Congrès face à ce projet de loi? Oui, comme M. Beda dit, alliance ne veut pas dire fusion. Chaque parti
à ses décisions, à son groupe parlementaire. Mais quel est le message que ces deux partis politiques envoient finalement aux populations? Alors, le fait qu'ils soient dans une alliance ne veut pas dire que toutes les décisions qui seront prises, ils seront forcément unanimes dessus. Voilà, donc c'est normal. L'alliance, c'est d'abord aussi une alliance électorale. Il faut bien comprendre qu'on est dans un contexte électoral bien particulier. Et l'alliance PDCI, PPACI, c'est d'abord une alliance électorale. Et même, comme l'a rappelé M. Beda, dans certaines localités, la volonté de chacun de s'imposer a été supérieure légèrement à l'alliance. Jusqu'à aujourd'hui, on a des candidats PPACI à part et PDCI à part. Donc, moi, je pense que l'alliance, elle va bon train. Et puis, moi, j'ai même espoir que jusqu'à la présidentielle, cette alliance-là va tenir. Je suis presque sûr que jusqu'à la présidentielle, cette alliance va tenir. Alors, beaucoup se sont interrogés sur l'opportunité de cette révision. À votre avis, est-ce qu'elle était opportune ou pas? Non, si la question, je disais tantôt à certains avec lesquels je débattais, Ouattara donne l'impression que c'est facile de manipuler la Constitution et c'est pas bon. On a fait une nouvelle Constitution en 2016, on a fait une modification de la Constitution, ce n'était pas une révision, et on a vu les débats que ça a suscité. Là où on s'attendait le moins à ce que un point soit respecté, à savoir les 2 mandats, impossibilité d'avoir un 3e mandat, nous sommes arrivés à forcer un 3e mandat pour Ouattara. Donc je crois que c'est des choses, quand on manipule ainsi la Constitution, de façon factuelle, ça donne l'impression que c'est facile, alors que c'est la loi fondamentale. Il faut dire qu'on a vécu pendant... Vous pensez qu'il y a une forme de banalisation de la Constitution? Voilà, ça veut donner l'impression, ça veut donner cette impression. Et c'est ce qui est dommage. Le PPACI l'a fait remarquer, hein, il a dit que la Constitution est devenue comme une pâte à modeler entre les mains de Ouattara. Et c'est cette impression qui donne, c'est dommage. Moi je dis qu'il n'avait pas besoin de ça, S'il s'agissait de faire conformer certaines dispositions de la Constitution, on l'aurait fait en 2016. On ne peut pas aller en 2016. Peut-être qu'en 2016, le moment ne s'y prêtait pas. Non, en 2016, on allait plus loin, puisqu'on a fait un référendum. On aurait pu accorder tous ces points avant d'y aller. Ou bien, c'est-à-dire, en fait, tu vois, ce que je constate, rien n'a changé, mais Ouattara change les choses. C'est ça qui est dommage dans ce pays-là. Et je crois que l'expression sortie par le PPACI colle mieux à la réalité de la Côte d'Ivoire désormais avec Ouattara. Il manipule la Constitution à sa guise et ça nous donne l'impression que ce n'est pas trop solide comme on veut le faire. Alors Ousmane, c'est aussi un avis que vous partagez. La Constitution est aujourd'hui entre les mains de Ouattara comme une pâte à modeler. Moi, je pense qu'il fallait aller aussi, même pour ces articles-là, il fallait aller aussi avec une consultation générale de la population. Un référendum? Un référendum. En fait, il faut savoir que ce mot-là, le mot constitution en Afrique ces dernières années, rime beaucoup avec volonté de se maintenir au pouvoir, volonté de dire à chaque fois que la loi n'est pas rétroactive, donc on est dans une nouvelle république à chaque fois. Donc, toucher à la Constitution dans cette période actuelle, ça a été beaucoup interprété négativement par le président de la République. J'ose croire, je reste encore optimiste en pensant que le président, on est encore loin de 2025, que ses intentions ne sont pas de manipuler, de modeler la Constitution comme une pâte à modeler, comme le dit le PPACI. Moi, je pense que c'était des articles qui devaient être soumis à discussion, parce que dans tous les pays, quand il y a une révision, quand les parlementaires discutent, est-ce que l'exécutif a droit d'intervention sur ce que les parlementaires ont? C'est dans tous les pays, ce n'est pas forcément en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'il y a eu un passage en force? Pas forcément passage en force, mais je pense que la pilule ne passe plus quand il s'agit de constitution. C'est une pilule qui devient difficile. Donc l'idéal, c'est toujours d'associer la population. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le RHDP a la majorité, même numéraire. Aujourd'hui, il est impossible pour le PPACI d'imposer quoi que ce soit au Parlement. Parce qu'ils n'ont pas, même s'ils s'associent, c'est difficile de battre le RHDP. Donc, ça serait aujourd'hui perçu comme une volonté manipulatrice du président de la République encore de toucher à ce qui est sacré, la Constitution. Je pense que l'idéal, ce serait de toujours associer la population. Il faudrait qu'on aille voter, qu'on se dise, est-ce qu'on veut toucher à cette loi sacrée en 2023, là, 2 ans avant une élection aussi cruciale que celle de 2025 à venir. Alors, vous pensez que c'est en prévision de 2025 quand on regarde les amendements qui ont été opérés, ce n'est pas des lois qui touchent un peu trop les élections présidentielles. Bon, moi, je ne crois pas que ce soit en prévision. Mais je dis, l'impression que ça donne, c'est pas bon. C'est pas bon parce que
De tout temps, nous avons considéré comme la Constitution comme la loi fondamentale qui est sacrée. Hein. Donc, à pouvoir la toucher à tout bout de champ, ça donne l'impression que c'est facile à jeter, c'est facile à manipuler, c'est facile à enlever X, c'est facile à enlever X. Donc, je crois que Ouattara gagnerait à éviter ce genre de manœuvre à l'avenir. Alors, monsieur, on va s'intéresser à l'actualité internationale. Direction le Niger, où le président Mohamed Bazoum vient d'être renversé par un coup d'État. Le pays est désormais dirigé par le général Abdourahmane Tiani de la garde présidentielle qui a justifié cette prise de pouvoir par la dégradation de la situation sécuritaire. Je vous propose qu'on l'écoute et puis on revient pour la suite de cette émission. La sécurité actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit des lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant dans notre rôle de chef militaire, d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. Alors Ousmane, on a écouté ensemble le nouvel homme fort du Niger. Il parle de dégradation de la situation sécuritaire. Voilà un peu les raisons qui ont poussé l'armée à prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Abdourahmane Tiani, qui est aujourd'hui le nouvel homme fort, se plaint de la dégradation de la sécurité, alors que lui-même, il est garde rapproché du président, il connaît... il sait comment ça fonctionne. Et je ne pense pas que tous ceux qui sont venus comme ça au pouvoir avec des alibis, moi je les appelle des alibis, parce qu'en réalité, ce n'est pas ça qui les pousse à renverser le président. En réalité, c'est la volonté de diriger. Moi je pense qu'aujourd'hui, nos différents pays sont en manque d'alternance. Les gens ont l'impression qu'une personne qui est au pouvoir va s'éterniser au pouvoir. Donc on a toujours l'envie de le renverser et de s'asseoir aussi. Et je pense que il faut, par principe, tout le monde doit condamner ce coup d'État. Par principe, tout le monde devrait se dire qu'on ne doit plus voir encore en Afrique ce genre de coup d'État, de coup de force, où on renverse des présidents pour des alibis qui parfois, après quelques années, on se rend compte que ceux-mêmes qui viennent, ils n'arrivent pas à faire face aux problèmes sécuritaires qui sont dans la région. Et aujourd'hui, vous savez, on connaît tous les enjeux terroristes qui sont dans la région, les djihadistes qui sont à quelque part, le Tchad qui est juste à côté. Il y a une zone, vraiment une zone qui est une nébuleuse terroriste qui risque de s'enflammer avec cette situation encore de coup de force. Donc je pense que c'est triste pour le Niger, mais au-delà de ça, c'est triste même pour la démocratie en Afrique. Beta Michel? Oui, moi j'observe que c'est le 5e coup d'État au Niger. Depuis l'indépendance, et j'observe également que ça suit celui des Mali, du Burkina et de la Guinée. Bon, c'est dommage. Hein. Bon, je dis que les militaires, ils ont leur place hein, dans l'évolution de la nation, mais c'est mixé comme ça dans le jeu politique, c'est dangereux pour nous tous. Parce qu'aujourd'hui... Et même quand la situation sécuritaire non, s'il vous plaît, la situation sécuritaire, je vous parie qu'il ne fera pas mieux pour la situation sécuritaire. Parce que, quoi qu'on dise, la situation sécuritaire est une situation qui englobe, je dis, tout le Sahel. Donc, c'est une action concertée qui peut mettre fin à cette situation. Mais je déplore surtout le fait qu'il ait eu besoin d'un coup d'État, de force, pour nous servir ses volontés de lutter contre ce terrorisme. Parce qu'il est militaire, il est sur le terrain tous les jours. Il a la possibilité de lutter. Qu'est-ce qui l'en empêche? Tu pensais que quand il va prendre le pouvoir, il aura plus de moyens que ceux qui étaient là? Encore que là, après avoir pris le pouvoir, toutes les coopérations de la sous-région sont coupées, même au plan international coupées. Non, il ne faudrait pas que ce bagou-là, ça passe plus. Moi, je dis que je veux interpeller les militaires en Afrique. Voyez-vous, les armes que vous détenez sont ceux du peuple. C'est le peuple qui les achète pour vous. Si vous pensez que chacun détient ce qu'il a et puis il utilise ça contre le pays, on arrive où nous sommes journalistes, on peut prendre notre plume tous les jours, noircir la Côte d'Ivoire.
Mais est-ce que vous pensez que c'est dans l'intérêt de qui? Non, ben, arrêtons ce jeu-là. Arrêtons cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir condamner ce coup d'État-là et inviter tous les militaires, quelle que soit leur situation dans chaque pays, à éviter ce genre de situation-là. Parce que ça ne nous avantage rien. On a vu en 2000, les militaires sont installés en Côte d'Ivoire. On a vu jusqu'où on est encore en crise depuis 2000. Donc, ça fait 20 ans qu'ils nous ont installés dans un coup d'État et voilà, on est encore dans la crise en Côte d'Ivoire. Ça vous dit qu'ils vont retarder encore l'évolution du Niger et ce sont des milliers de Nigériens encore en Côte d'Ivoire qui vont se déplacer. On aura des déplacements de population, on aura tout ce que ça entraîne comme conséquence. Encore que le Niger est dans une zone sahélienne qui est une zone de transit et de trafic de tout genre. Il faut un peu plus de sécurité, il faut un peu de stabilité pour pouvoir contrôler tout cela. Le trafic humain, le trafic d'or, le trafic de drogue, tout cela. Ça se fait dans ces zones-là. D'accord. Moi, je crois qu'il faut qu'ils arrêtent de nous... Alors Ousmane, quel impact cette situation pourrait avoir dans le Sahel face à cette lutte contre le terrorisme? On sait que le Niger était un allié très important de la France dans cette lutte. Et c'est forcément, aujourd'hui, je pense que le premier gagnant de ce coup d'État-là, ce sont les terroristes. Ce sont les plus grands gagnants parce que tout ce qui était déjà en train d'être mis en place comme système sécuritaire entre Bazoum, le président Bazoum et la France est aujourd'hui bloqué. Ça ne pourra plus continuer. Et il y avait déjà un dispositif qui était mis en place. Certainement que ce dispositif-là ne pourra plus fonctionner de la même façon avec le nouveau président. Est-ce un camouflet pour la France, ce coup d'État? Un camouflet, oui, mais c'est un recul en fait. C'est un grand recul dans la lutte contre le terrorisme. Un grand recul parce que, comme le disait mon co-débatteur tout à l'heure, c'est pas que la zone qui est la plus... Cette zone-là, elle descend jusqu'au Mali. C'est une zone de trafic en fait. Donc il y a tellement d'insécurité dans cette zone-là que ajouter encore Niamey à tout ça, vraiment c'est une catastrophe en fait pour le Niger et pour la France aussi. Parce que la France aujourd'hui a des intérêts. Si vous connaissez les entreprises françaises, l'immensité des investissements des entreprises françaises qui sont dans la région, la France ne met pas ses soldats là-bas juste parce que la France aime bien le Niger. C'est parce qu'aussi il y a des intérêts géostratégiques, économiques que la France défend là-bas. Justement, malgré tous ces intérêts, pourquoi la France n'a pas pu éviter ce coup d'État à Mohamed Bazoum? Non. Faut écouter dans ce schéma un peu enfantin là. C'est pas la femme qui gère le pouvoir d'un président. C'est à lui-même de gérer son pouvoir. Comment il n'a pas pu maintenir sa sécurité pour être aujourd'hui enlevé par ses gardes rapprochés? C'est ça la question. Sinon, la France a quoi avoir dedans? Moi, je dis, on veut notre indépendance. Réfléchissons en termes d'indépendance. Ne réfléchissons pas en termes de on a un parapluie français pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Si on veut notre indépendance, et c'est le vœu, je pense, de tous les Africains, et y compris moi-même, il faut qu'on arrive à réfléchir en termes d'indépendance. C'est-à-dire, quand on pose des actes, quand on vit des actes, il faut qu'on cherche les solutions à notre sein. Parce que ce que les militaires ont fait, si le peuple, je pense que si le peuple nigérien peut se lever pour leur dire non, on va rétablir la situation mieux que celle que la France peut lui imposer. Donc je vais dire quoi? Je vais dire par là que aujourd'hui, cette situation-là n'est pas faite pour arranger même la sous-région. Parce que moi je dis souvent, quand on regarde au Soudan, ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, le déplacement des populations, qui peut maîtriser ces phénomènes-là? Personne. C'est pas les militaires même ne peuvent pas maîtriser. Parce que les problèmes sanitaires que ça crée, les problèmes de famine, de choses, de détérioration de la situation économico-sociale des populations, qui peut maîtriser ça? Ça, c'est pas avec des armes qu'on maintient ça. C'est avec de la stratégie, c'est avec la stabilité. En imposant une instabilité dans la sous-région, ils nous mettent tous en danger. Moi, je ne veux pas regarder seulement le Niger, je veux regarder toute l'Afrique de l'Ouest qui est en danger par ces actions de nos terroristes. La preuve en est, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est obligée de construire des zones pour accueillir des populations. Mais vous pensez qu'on peut tenir ça combien de temps? Il y a un moment, il faut dire non, on ne rentre plus chez nous. Et à nos frontières, on aura des catastrophes humanitaires qui vont se perpétrer là-bas. C'est ça aussi l'Afrique. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ces genres de coups d'État sont à bannir, sont à combattre. Moi, je pense qu'en tant que population, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les populations même se lèvent pour dire non à ces coups d'État.
Alors, messieurs, tous les deux, vous disiez qu'en principe, on devrait condamner ce coup d'État, mais au Niger, il y a une partie de la population qui est sortie pour applaudir des deux mains ce coup d'État qui a été perpétré par l'armée nigérienne. Je vous propose qu'on suive cela en images et puis on revient pour la suite. Alors Ousmane, on entend à bas la France, Renaissance, vive l'armée. On a eu droit à des drapeaux de la Russie, des slogans anti-français. Pour vous, qu'est-ce que cela voudrait signifier? Alors c'est l'une des peurs. Je pense aussi que c'est la peur même des représentants français qui sont actuellement au Niger. C'est de savoir est-ce que le nouveau gouvernement français sera encore un gouvernement, ce que moi j'appelle pseudo-panafricaniste. Hein? C'est ce genre de gouvernement qui... Le nouveau gouvernement nigérien. Oui, le nouveau gouvernement du Niger. Est-ce que ce sera encore un de ces gouvernements militaires comme on le voit ailleurs, au Mali, au Burkina. Est-ce que c'est ce gouvernement qui pense que voilà, il faut se comporter comme un enfant qui vient d'arracher son pain à son père et puis en fait, en réalité, c'est cette mentalité de panafricanisme, j'allais dire inutile, là, ça nous met encore en retard. Mon père me dit une phrase tout le temps, et cette phrase-là que je dis aux panafricanistes souvent, il dit pour avoir son indépendance, il faut travailler. C'est vraiment très simple la vie. Vous habitez chez quelqu'un, vous voulez avoir votre indépendance, il n'y a qu'une seule solution, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, vous allez beau crier, vous allez beau dire oui, nos intérêts passent de l'autre côté, il faut travailler. Si vous travaillez, votre indépendance, elle va de soi. Voilà, donc c'est ça le vrai panafricanisme, c'est de travailler. Et j'espère que les nouvelles autorités du Niger ne vont pas venir nous servir encore une alliance, une pseudo-alliance avec d'autres puissances en faisant croire que dès qu'on se libère de la France, on devient heureux, même si on s'allie à d'autres puissances, on devient heureux. J'espère en tout cas que ça sera pas ça. Mais pour réagir un peu aux images, il faut pas croire que tout pouvoir qui vient en place sera forcément rejeté. Vous savez, tout président a une opposition. Cette opposition sera forcément heureuse de voir que l'ancien président n'est plus au pouvoir. Donc, c'est normal qu'il y ait des manifestations sporadiques de personnes qui viennent manifester leur joie du départ d'un président. C'est normal. Et ça se fait partout. On l'a vu avec Dadis Camara. Les gens sont sortis pour l'accueillir. Quelques mois après, ce sont les mêmes qui ont été assassinés qui ont été assassinés au stade du 28 septembre. Donc c'est pour dire en fait que c'est normal qu'il y ait forcément des scènes de liesse, des personnes qui sont joyeuses, mais espérons que ça ne soit pas un nouveau gouvernement pseudo-panafricaniste qui pense qu'il faut libérer l'Afrique avec des discours uniquement. Alors, Beta Michel, parlant d'alliance. Non, si la question, j'ai regardé et puis j'ai souri, il faut le dire, parce que quand on dit la population est sortie, sont près de 20 millions. Ce que j'ai vu là maintenant n'atteignent pas centaines de personnes. Donc, c'est vous dire que c'est des jeux. C'est des jeux, et puis bon, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Ceux-là, ils ont des problèmes plus sérieux. Ce n'est pas des problèmes d'un président à changer. Je me demande combien de repas ils prennent par jour, tous ceux qui sont sortis là. Je me demande toujours combien ils travaillent. La misère au Niger, on atteint plus de 40%, le taux de pauvreté. Donc je dis, l'analphabétisme, on est à près de 50%. Ils ont des problèmes plus sérieux que de s'alarmer sur des choses qui peut-être même ils ne voient même pas les tenants et les aboutissants. Ce que je veux dire, il faut que nous, en tant qu'Africains, il faut qu'on revienne à des réalités tangibles. C'est-à-dire, nos objectifs aujourd'hui, lutter contre des phénomènes qui nous remettent en retard, tels que l'analphabétisme, la pauvreté. Et ça,
Ce n'est pas le changement de régime qui va nous apporter ça, dans ces conditions dramatiques. Est-ce qu'avec ce changement de régime, on pourrait s'attendre à un changement de partenaire? Est-ce que vous voyez le Niger devant les condamnations, ils vont chercher un bruit de sauvetage. Ça va de soi. Ils ont des condamnations de presse sur la CEDEAO, ils ont des condamnations de la France, de la communauté occidentale, mais ils vont chercher une bruit de sauvetage. Je pense que Poutine, qui a la recherche des partenaires, va plutôt leur servir, et comme il sait si bien le faire, il essaie les branches armées, choses civiles, c'est pas ces militaires. Il va leur servir du Wagner. Et si ça peut les aider, tant mieux. Et je dis que vraiment, il ne faut pas qu'on arrête de s'infantiliser. Il faut que nous, les Africains, nous arrêtons de nous infantiliser, et ces coups d'État-là nous infantilisent. Arrêtons cela. D'accord. Alors, monsieur, on va partir pour le dernier sujet de cette émission, juste après cette transition. On va parler du deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en Russie le 27 et 28 juillet 2023. C'est le deuxième du genre, il faut le savoir, après octobre 2019 à Sochi, toujours en Russie. Beta Michel, ce sommet, le deuxième sommet Russie-Afrique, on parlait de la Russie tout à l'heure. Quel est votre commentaire face à ce sommet? 4 ans après celui de Sochi, quel bilan? Moi, c'est la première question. Quel bilan vous pouvez faire? Non, mais je ne vois rien. Je ne vois rien de considérablement évoluer dans nos rapports avec la Russie, dans nos rapports avec ce pays-là, en termes économiques, en termes d'augmentation de la balance économique entre nos deux pays. Donc, moi, je pense que... C'est pourquoi j'ai parlé d'infantiliser. Nous avons besoin de quelque chose de plus concret. L'Afrique a besoin de quelque chose de concret. Et ce n'est pas en allant courir après la Russie ou bien en nous recevant dans ces salons fêtrés de Saint-Pétersbourg que Vladimir Poutine va nous apporter des solutions. Donc moi je crois... Parlant de solutions, il a annoncé des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée dans 3 à 4 mois. Osman, qu'est-ce que vous en pensez? Mais tu sais, c'est pourquoi je parlais d'infantilisation. Infantilisation. On a besoin de riz. L'Afrique a besoin de riz, vous pensez? Si l'Afrique veut... On a vu les chefs d'État qui étaient présents, ils ont applaudi parce que l'annonce a été faite. Mais c'est normal, ils sont chez lui. Quand tu demandes quelqu'un qui te dit il va t'offrir, tu ne peux qu'applaudir. Mais est-ce que c'est de ça vraiment que tu as besoin? Bon, pour dire quoi? Pour dire que s'il veut aider l'Afrique sur ses blés et tout ça, qu'on vienne planter ce blé-là en Afrique, on va nous aider plus. D'accord. Voilà. Alors, Osman, est-ce que vous pensez déjà que la Russie est capable d'assurer cette fourniture de céréales aux populations africaines? Aujourd'hui, ou pas capable, en fait, il faut savoir quels sont les enjeux. Voilà. Qu'est-ce que la Russie recherche? Quand quelqu'un vous dit « je vous donne un plat de riz », qu'est-ce qu'il recherche en fait de vous? Aujourd'hui, la Russie est en contexte de guerre. La Russie est en contexte d'opposition à l'OTAN. La Russie recherche fondamentalement des partenaires géostratégiques. Donc, en disant, on se plaignait, je me rappelle de discuter avec un ami où on se plaignait du sommet France-Afrique, où on disait comment un continent fait un sommet avec un pays. Il y a la Chine-Afrique, il y a la Chine-Afrique. Pourquoi toujours l'Afrique? l'Afrique? Nous, on vient en tant que continent et puis les autres viennent en tant que pays. Déjà, ça, c'est une question qu'il faut se poser. Voilà. Pourquoi ce n'est pas sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, mais c'est plutôt un sommet entre la Russie et l'Afrique. Comme si on est en train vraiment de mendier, on est en train de rechercher un père, comme si nous étions orphelins, et voilà. Donc moi, je pense que c'est ça. La Russie, aujourd'hui, est en train de rechercher des alliés. Et parmi ces alliés, l'Afrique a été, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Afrique a été l'un des seuls continents à être un peu réservé dans ses prises de position. Il y a certains pays qui ont dit, par exemple, que c'est une guerre entre les Occidentaux et qu'eux, ils n'allaient pas prendre position. Et donc, la Russie est en train de rechercher à mettre de son côté un certain nombre de pays. Et c'est cette mouvance-là qui est le contexte en fait de ce deuxième sommet. Il est différent du premier sommet. En réalité, le premier sommet, c'était vraiment un sommet de discussion économique. Mais là, ce sommet, il va faire plus parler de lui parce que c'est vraiment un sommet géostratégique. La Russie veut se positionner, la Russie veut montrer aux Occidentaux qu'il peut être un partenaire aussi économique et géostratégique pour ces colonies africaines.
Mais il faut savoir que de façon globale, les Africains ont besoin de ne pas s'allier avec quelqu'un en pensant que cette personne-là vient d'être leur bienfaiteur. C'est ça qu'il faut enlever de la tête de l'Afrique. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a quelqu'un qui est débonnaire, qui est là, qui donne des présents, qui est vraiment le Père Noël et qui va venir sauver l'Afrique. Tout le monde travaille par intérêt. La Russie même est plus asservissante que la France. On le voit aujourd'hui comment la Russie a géré les pays qui sont limitrophes quand c'était l'URSS. Donc demain, ne venons pas nous plaindre qu'on est trop, comment je vais dire ça, vidé de nos ressources par la Russie, alors que c'était le cas avec la France. Moi, je pense qu'il y a un maître mot qu'il faut dire aux Africains: travaillons. Si nous ne travaillons pas, nous allons rester en train de faire des sommets entre notre continent et des pays. Voilà. D'accord. Alors, Beta Michel, en 2019, lors du premier sommet, on avait 54 délégations. Sur ces 54, 43 chefs d'État du gouvernement étaient effectivement présents. Pour ce deuxième sommet, ce sont 49 délégations et puis 17 chefs d'État et du gouvernement. Il y a un recul. Comment vous l'expliquez? Non, je l'explique simplement. Nous sommes dans un contexte de guerre. Un contexte de guerre où les positions sont tranchées. Et là, beaucoup de pays africains, notamment le Nord, n'a envoyé qu'un ambassadeur pour dire que, vraiment, écoutez, votre sommet, là, on regarde ça de loin. Hein. Sinon, il y en a le ministre des Affaires étrangères, on ne les a pas envoyé seulement un ambassadeur. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, moi je dis que c'est vrai, on peut faire des sommets, comme mon co-débatteur l'a dit, on peut faire des sommets, mais l'Afrique a besoin elle-même de se bâtir par elle-même. On a besoin de partenaires pour se bâtir, mais on n'a pas besoin de partenaires pour nous bâtir. Voilà, le partenaire ne vient pas pour nous bâtir. On a besoin de partenaires pour nous-mêmes se bâtir. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, donc je veux comprendre, je veux inviter nos chefs d'État à ne pas aller tendre la main pour du blé. Vraiment, je ne crois pas que ce soit une solution pour tous ces pays africains. On peut bien cultiver notre blé ici. On peut cultiver on a des terres arabes à profusion en Afrique. Donc vraiment, il faut que l'Afrique commence à... L'Afrique des chefs d'État, je n'y crois plus. Hein. Faut pas que je vais vous cacher. Moi, je crois à l'Afrique des populations. Parce que les populations africaines ont un devoir important à jouer devant la réalité de notre difficulté, de notre misère. Il faut qu'elles prennent la mesure de ce qu'elles doivent apporter pour que l'Afrique soit ce qu'elle doit être. D'accord. L'Afrique est le meilleur des continents dans ce monde. Alors, monsieur, on me fait savoir que nous avons atteint le temps qui nous est imparti pour cette émission. Je voudrais vous dire merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Dr Ousmane Chérif, analyste politique. Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier, merci d'être passé encore une fois de plus sur notre plateau pour nous permettre de mieux comprendre l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Merci aussi à vous qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission. Merci aussi à nos amis du côté de la régie, Ariel Tchoukwam, Alain Agbonon, Afrizaoui, sans oublier Cécile Mobieux qui était là en début de cette émission pour nous présenter le sommaire. On se donne rendez-vous vendredi prochain sur le même plateau, sur la même antenne pour une autre émission, la revue de presse grand format. D'ici là, suivons ensemble l'actualité de près. Au revoir.